Il faut imaginer, pendant juste une seconde, la puissance colossale de l'intégralité du parc nucléaire français. Ouais, on parle de 60 gigawatts environ, c'est bien ça? C'est exactement ça. C'est ce qui éclaire des millions de foyers, fait tourner toutes nos industries lourdes, enfin bref, c'est ce qui alimente un pays tout entier. Et maintenant, il faut prendre toute cette puissance, tous ces réacteurs, et on les condense visuellement en une seule et unique infrastructure en béton. Un seul ouvrage pour 60 gigawatts, c'est un niveau d'ambition qui dépasse totalement l'entendement habituel. Bah oui, c'est un truc de fou. Et c'est le projet très sérieux de la Chine. Mais le plus dingue dans cette histoire, c'est même pas la taille vertigineuse du futur barrage. C'est qu'ils ont décidé de construire ce monstre, pile sur l'une des failles sismiques les plus dangereuses de la planète. Tout à fait. Et juste en amont d'un fleuve qui, lui, fait vivre près de 130 millions de personnes. Voilà, rien que ça. On parle donc du futur barrage de Muto, un projet pharaonique qui est estimé à 145 milliards d'euros. Pour donner un ordre de grandeur à ceux qui nous écoutent, l'objectif c'est de produire 3 fois plus d'électricité que le célèbre barrage des Trois Gorges. Ce qui repousse absolument toutes les limites de l'ingénierie et de la géopolitique, surtout que les Trois Gorges, c'est déjà le détenteur du record mondial actuel. D'ailleurs, le Premier ministre chinois a fait le déplacement en personne pour la cérémonie d'ouverture des travaux. Ah ouais, ça montre bien l'importance stratégique du truc. L'objectif de notre exploration d'aujourd'hui, c'est de comprendre pourquoi. Pourquoi Pékin s'acharne à bâtir une structure aussi titanesque au cœur de l'Himalaya. Bon, décortiquons tout ça. Pour comprendre un projet pareil, il faut d'abord regarder le lieu, non? Oui, la géographie est essentielle ici. Tout part du fleuve Yarlung-Tsangpo, au sud-est du Tibet. C'est un cours d'eau complètement hors norme. Il prend sa source directement dans les glaciers tibétains, ce qui en fait le fleuve le plus haut du monde. Et il ne fait pas que couler tranquillement sur un plateau. À un moment, il plonge dans un canyon géant, c'est ça? Exactement. Il s'engouffre dans le canyon le plus long et le plus profond de la planète, en contournant d'immenses sommets de l'Himalaya. Et ce qui est fascinant ici, c'est l'anomalie géographique incroyable que ça crée. Sur une distance d'à peine 50 km, le dénivelé du fleuve chute brutalement de 2000 mètres. Attends, 2 kilomètres de chute verticale répartis sur seulement 50 bornes. Mais la pression hydraulique doit être monumentale. Ah bah c'est le rêve absolu de tout hydrologue. Plus l'eau tombe de haut et vite, plus la force cinétique est inouïe. Du coup, pour capter ça, le plan de construction sur 10 ans est hyper complexe. Ils ne vont pas juste couler un mur en travers de la rivière. Ouais, j'imagine qu'il voit beaucoup plus grand. C'est ça. Ils prévoient de creuser des tunnels colossaux d'une vingtaine de kilomètres directement dans la roche de l'Himalaya pour dévier une partie du fleuve. L'eau va s'engouffrer dans ces galeries, accélérer avec la pente et frapper les turbines de 5 centrales construites en cascade. D'accord, techniquement, c'est brillant. Mais il y a un paradoxe énorme qui me saute aux yeux. La Chine, aujourd'hui, elle bat absolument tous les records mondiaux d'installation de panneaux solaires et d'éoliennes. C'est vrai. D'ici 2025, ils auront plus de capacités solaires et éoliennes que tout le reste du monde réuni. Voilà. Et ils ont déjà, genre, 94 000 barrages sur leur territoire. C'est comme s'ils essayaient de recharger une battelle géante tout en courant sur un tapis roulant. Pourquoi s'entêter à lancer un chantier aussi lourd dans un milieu aussi extrême s'ils sont déjà les rois des énergies renouvelables? La réponse tient en un mot, c'est l'intermittence. Le grand défaut du solaire et de l'éolien, c'est que ça fluctue. Si le vent tombe ou qu'il fait nuit, la production chute. Et on ne peut pas stocker facilement l'électricité à l'échelle d'un continent entier. Ah, j'ai capte. Faut que la production corresponde exactement à la consommation, seconde après seconde. Sinon, c'est le blackout. Tout à fait. Pour éviter que le réseau s'effondre, il faut une énergie de base, un socle massif, continu et surtout pilotable. Aujourd'hui en Chine, ce qui garantit cette stabilité, c'est le charbon. Ce qui explique leur statut de premier pollueur mondial. Mais ils ont des objectifs climatiques stricts maintenant. Le pic carbone avant 2030 et la neutralité en 2060, si je me souviens bien. Exactement. Donc, s'ils veulent débrancher leur centrale à charbon sans sacrifier leur industrie, ils ont besoin d'une immense énergie de base décarbonée. Seule l'hydroélectricité, avec un projet de 60 gigawatts fonctionnant 24 heures sur 24, peut encaisser la variabilité de tous leurs panneaux solaires. D'accord, donc ce barrage, c'est littéralement le pilier géant qui soutient tout leur système vert. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que modifier la géographie à ce point-là pour faire de l'énergie verte, ça a un coût humain vertigineux. Oui, c'est inévitable avec des infrastructures de cette échelle. Si on regarde le barrage des Trois Gorges, par exemple, on parle du déplacement forcé de 1 à 1,8 million de personnes. Ouais, c'est énorme. Mais
Pour Muto, au Tibet, la densité de population n'a rien à voir, non? C'est nettement plus faible en effet. Les estimations actuelles prévoient qu'il faudra déplacer environ 25 000 à 30 000 personnes, dans un premier temps. Bon, on pourrait se dire que 30 000 personnes face aux millions des Trois Gorges, c'est peu, entre guillemets, à l'échelle chinoise. Sauf que l'impact qualitatif est terrible. Noyer ces vallées, ça veut dire engloutir des monastères bouddhistes, des sanctuaires, des sites archéologiques. C'est un effacement culturel. C'est un cas d'école très classique du conflit entre l'intérêt infrastructurel d'un État et la préservation de l'héritage des populations locales, surtout dans un contexte hypersensible puisque le Tibet a été annexé dans les années 50. Et j'ai lu que l'intégration physique de la région s'est accélérée à une vitesse folle. Ils ont planifié ou construit près de 193 barrages là-bas depuis les années 2000. Tout à fait. Et même si l'information est très contrôlée, on sait que ça génère de profondes frictions. En février 2024, une enquête de la BBC a révélé des manifestations dans le nord-est du Tibet. Des centaines de locaux sont descendus dans la rue pour s'opposer à un autre projet de barrage. Donc la promesse d'une ingénierie verte cache une vraie fracture sociale. Mais honnêtement, si le défi s'arrêtait à la dimension sociale, ce serait déjà un dossier lourd. Or, l'aspect le plus terrifiant de ce projet, pour moi, c'est la géologie. Ah, la géologie, oui. On touche au point le plus critique du dossier. Ah oui, on s'apprête à bâtir la plus grande retenue d'eau jamais imaginée, pile sur la zone de friction entre la plaque indienne et la plaque eurasienne. Construire là-dessus, c'est comme ériger un gratte-ciel en verre sur un trampoline. Cela soulève une question importante sur l'évaluation des risques. C'est une région où 15% des grands séismes du XXe siècle ont eu lieu. Construire une mégastructure dans un environnement aussi instable, franchement, ça frôle les limites de nos connaissances sur la résistance des matériaux. C'est carrément de l'ingénierie kamikaze. Parce que le problème, c'est pas juste que le barrage encaisse un tremblement de terre, c'est que le barrage lui-même peut déclencher le séisme, ce fameux concept de sismicité induite. Exactement. En fait, le poids colossal de l'eau retenue va physiquement appuyer sur la faille géologique. L'eau s'infiltre dans les microfractures et ça agit un peu comme un lubrifiant sous haute pression. Donc ça peut littéralement faire glisser les plaques et déclencher la catastrophe. C'est une folie. Et la différence entre un modèle informatique en laboratoire et la réalité brutale d'une vallée himalayenne, elle est là. Si un séisme majeur survient, ça peut provoquer des glissements de terrain massifs sur les flancs du canyon. Ce qui ferait s'effondrer un pan de montagne dans le lac de Rotony, créant un tsunami intérieur énorme. La vague passerait par-dessus l'ouvrage, détruisant tout en aval. Et c'est justement cette menace qui nous amène à la dimension la plus géopolitique du projet. Oui, car l'eau retenue derrière ce barrage, c'est une véritable bombe à retardement pour ceux qui vivent en dessous. Le fleuve Yarlung-Tsangpo traverse la frontière, devient le Brahmapoutre en Inde et continue vers le Bangladesh. De l'Inde, ce fleuve, c'est la vie. Il irrigue, il apporte des nutriments. Si la Chine contrôle ce robinet géant, l'Inde est dans une vulnérabilité totale. Surtout qu'on est face à un vide juridique complet. La Chine n'a pas signé la Convention de 1997 sur l'utilisation équitable des cours d'eau internationaux. Sans cette signature, les pays en aval n'ont aucune garantie légale sur la gestion du débit. Mais au fond, qu'est-ce que tout ça veut dire concrètement? Que l'Inde a peur que la Chine utilise le barrage comme une arme, le fameux levier hydraulique. Complètement. Surtout après leurs affrontements frontaliers meurtriers de 2017. L'Inde craint que Pékin puisse retenir l'eau pour créer des sécheresses artificielles en plein été, ou au contraire relâcher massivement l'eau pendant la mousson pour inonder l'Inde. C'est la peur de l'aquabombe. C'est glaçant comme scénario. Même si, il faut avouer l'ironie de la situation, l'Inde pousse des hauts cris, mais elle utilise exactement les mêmes leviers hydrauliques sur le Pakistan avec les fleuves qu'elle contrôle en amont. Oui, c'est la grande ironie géopolitique de la région. Cependant, tous les experts ne croient pas à l'apocalypse. Le chercheur Danish Mustafa du King's College considère même que ces craintes de guerre de l'eau relèvent de la paranoïa. Ah bon? Mais pourquoi? Le risque a l'air bien réel pourtant. Parce que selon lui, ruiner l'agriculture de son voisin déclencherait une instabilité régionale, des vagues migratoires et des sanctions internationales intenables. En gros, l'interdépendance économique et la nécessité d'une prospérité mutuelle forceraient les États à s'entendre. C'est très rationnel comme point de vue. Mais visiblement, l'Inde préfère le pragmatisme du béton armé à la théorie économique. J'ai vu qu'ils étudiaient sérieusement l'idée d'un contre-barrage colossal. Comment ça marche physiquement, un truc pareil?
Si l'on relie ça au contexte global, c'est une stratégie d'ingénierie purement défensive. Le principe, c'est de construire un autre ouvrage gigantesque côté indien, mais de le maintenir avec un niveau d'eau stratégiquement bas. Ça crée un bassin d'absorption géant. Ah, je vois. Donc si la Chine lâche un mur d'eau pour inonder l'Inde, ce grand bassin vide encaisserait le surplus et sauverait la vallée en aval. Et à l'inverse, si la Chine coupe l'eau, l'Inde utilise ses propres réserves pour irriguer. Exactement. C'est la matérialisation physique d'une méfiance absolue. C'est complètement fou quand on y pense. C'est littéralement la destruction mutuelle assurée de la guerre froide, mais version aquatique. Face à un mur d'eau titanesque, la seule diplomatie possible, c'est de construire un autre mur vide juste en dessous. Oui, on ne négocie plus vraiment la paix, on bétonne le lit des rivières pour se protéger. Bon, si on fait la synthèse de tout ce qu'on vient de dire, ce barrage de Motuo, ce n'est vraiment pas qu'un simple record d'ingénierie. C'est le carrefour physique où toutes les contradictions de notre époque se heurtent. C'est clair. Pour sortir du charbon et sauver le climat mondial, il faut des quantités astronomiques d'énergie de base. Mais la réalité crue, c'est que ça exige de bouleverser la croûte terrestre dans une zone sismique, de noyer un patrimoine culturel tibétain inestimable et de menacer les ressources en eau de millions de personnes en aval. La leçon à retenir, c'est que la transition énergétique vers le vert, qu'on imagine souvent très pure et harmonieuse, elle implique des compromis d'une brutalité extrême sur le terrain. L'énergie n'est jamais neutre. Jamais, tu as tout à fait raison. Et les infrastructures géantes ne résolvent pas la géopolitique, elles l'exacerbent. Ça me laisse d'ailleurs sur une pensée assez provocatrice. Aujourd'hui, on entend partout que la superpuissance de demain se définira par la course au lithium, aux métaux rares ou aux microprocesseurs. Mais quand on regarde l'Himalaya, je me demande si la véritable arme absolue du XXIe siècle, ce n'est pas tout simplement le fait de vivre en amont du fleuve de son voisin. C'est une réflexion fascinante et terrifiante à la fois. Totalement. Si l'eau devient la nouvelle munition géopolitique, comment un droit international complètement inadapté à ces mégastructures va-t-il pouvoir empêcher la première grande guerre de l'eau? Quand on retient 60 gigawatts d'énergie potentielle au-dessus de la tête d'un autre pays, ce n'est plus juste une centrale électrique. C'est littéralement la capacité de faire s'effondrer des nations entières, dans l'attente du prochain séisme. Ça donne matière à réfléchir.